Michel Léris parlait rarement, mais avec conviction. Il observait très attentivement les uns et les autres, sans faire part de ses jugements. Il n'en pensait pas moins. Je savais que, comme moi, il souhaitait s'évader. Le conformisme n'était pas son fort. Il m'a toujours donné l'impression qu'il était un homme libre et aussi solitaire, amoureux de la solitude et pourtant fraternel et courageux. Ainsi, dans ses Mémoires de l'oubli, Philippe Soupeau évoque-t-il le souvenir de Michel Léris, jeune poète, membre de la première heure du mouvement surréaliste. Accusé d'un trop grand attachement à sa liberté d'action, Philippe Soupeau allait être exclu du groupe en 1926. 3 ans plus tard, Michel Léris quittait à son tour le mouvement pour rentrer dans la dissidence. Les deux hommes ne devaient plus se voir que de loin en loin et suivre des voies très différentes, mais jamais ne faillira une profonde estime mutuelle. En 1989, à l'occasion de l'exposition Philippe Soupeau, Le voyageur magnétique, le très secret Michel Léris a accepté pour la première fois de parler devant une caméra. Il nous a reçus dans son appartement, qui surplombe la Seine, à 3 encablures de l'hôtel où, durant plus de 20 ans, Philippe Soupeau fit de nombreuses escales. Vous avez rejoint le groupe surréaliste pratiquement à sa naissance, en 1924. Vous faisiez alors partie de ce qu'on a appelé le groupe de la rue Blomet. La rue Blomet, ce serait... Je ne peux pas dire que nous étions constitués comme groupe, puisque nous n'avions pas de revue, nous n'avions rien du tout. Mais enfin, nous, disons, Limbourg, Artaud, moi-même, Salacrou, qui était avec nous à ce moment-là, nous voyions presque quotidiennement dans l'atelier de maçon 45 rue Blomet, où habitait aussi Miro, qui avait l'atelier juste à côté. Nous lisions en littérature, nous étions au courant de ce qui se passait, mais nous n'avions aucun rapport, sauf Lamour, qui connaissait déjà Aragon et Desnos. Nous n'avions aucun rapport avec les surréalistes de la rue Fontaine. Il y a eu une exposition maçon à la Galerie Simon, dont s'occupait Daniel-Henri Cadvaler, qui par la suite est devenu mon beau-frère. Il y avait une exposition maçon dans laquelle Breton a beaucoup remarqué, un tableau intitulé Les 4 éléments, qu'il a considéré comme tout proche du surréalisme. Il est donc allé voir Masson, puis Masson a adhéré au mouvement surréaliste, puis moi-même à sa suite, etc. Soupeau, je l'ai connu comme surréaliste. Je savais, j'avais déjà lu Les Champs magnétiques. Je savais qu'il était en quelque sorte le fondateur avec Breton. Enfin, les premiers à avoir employé délibérément l'écriture automatique. Mais je l'ai connu personnellement que quand j'étais inféodé au mouvement surréaliste. Quand vous avez découvert les champs magnétiques, quel a été votre sentiment? J'ai trouvé ça admirable, je ne peux pas vous dire autre chose. Je trouvais que c'était un livre tout à fait merveilleux et qui, pour moi, vraiment ouvrait des portes, représentait quelque chose de tout à fait neuf. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que, en rejoignant Soupeau, Aragon, Breton, vous n'étiez pas en face d'aînés? Absolument si. Je crois qu'ils avaient tous à peu près le même âge. Enfin, disons, 4 ans de plus que moi. Ce qui, maintenant, aux âges que nous avons, Soupeau et moi, 4 ans, c'est rien du tout. Mais quand nous étions entre 20 et 30 ans, ça voulait dire beaucoup. Et puis surtout que Breton, Aragon, Soupeau et Levar étaient des gens qui avaient publié assez jeunes et qui étaient déjà un peu notoires, quand moi j'étais un inconnu total.
Je les considérais donc comme de grands aînés. Est-ce que le fait que ces 4 ans, c'est pas grand-chose, mais ces 4 ans qui ont été peut-être aussi le poids de la guerre? Ben, eux étaient des gens qui avaient plus ou moins fait la guerre, tout au moins à la fin. Alors que moi, il y avait de ma connaissance, il n'y avait guère que Matson qui a fait la guerre, qui avait même été très gravement blessé. Mais ça créait une différence considérable, bien sûr. Et aussi la notoriété. Des gens qui avaient déjà publié. Enfin, je ne sais pas si je crois que, par exemple, il y avait les champs magnétiques. Monde Piété de Breton avait déjà dû paraître. Il y a eu plusieurs livres d'Aragon. Il y avait Les animaux et leurs hommes d'Éluard. Moi, j'avais rien publié. Et donc, aussi, quand ces aînés m'ont accueilli, ont pris un texte de moi pour la Révolution surréaliste, et j'étais franchement comblé. Ça m'a fait un plaisir énorme. Hein. C'était, je peux dire, un des grands plaisirs que j'ai eu dans ma vie littéraire. D'être reconnu comme un des leurs, par ces gens que j'admirais. Est-ce que vous pouvez dresser un portrait de Philippe Soupeau à cette époque-là? Ce serait bien difficile, vous savez. Ça, je suis pas portraitiste. Non, il était un homme très, très vif, quoi, on sentait qu'il y avait une présence très intense. Parmi mes aînés, les grands surréalistes, disons, il était probablement le plus direct et le plus spontané. Pour moi, il était un homme du siècle, vraiment dans le siècle. Et c'était en ça, c'était peut-être là qu'il avait sa séduction. Vous savez peut-être que j'ai fait, ce Soupeau a pu vous le dire, je crois qu'il doit se le rappeler, au moment où il y a eu un rapprochement entre la révolution surréaliste, enfin les surréalistes, et puis le groupe Clarté, qui était un groupe communiste de gauche, communiste plus libertaire enfin, que le parti orthodoxe. J'ai écrit un article, un compte-rendu dithyrambique, que je ne désavoue pas d'ailleurs, parce que c'est un livre que je persiste à aimer beaucoup, sur un compte-rendu dithyrambique de Anjou, de Soupeau. Alors Anjou qui m'avait profondément touché et séduit, parce que c'était vraiment le personnage le protagoniste de Anjou est vraiment un homme des années 20. Et c'est comme ça que m'apparaissait Soupeau. Je le voyais beaucoup plus de notre siècle que je ne voyais Breton, Éluard et même Aragon. Comment s'organisait la vie de ce mouvement, de ce groupe? Comment vous vous rencontriez? Il y avait, comme vous le savez certainement, il y avait le café Cyrano, qui était le grand lieu de rencontre. Et est-ce qu'on sentait une hiérarchie, une organisation dans le groupe? Bon, organisation, non, assurément pas. Mais enfin, il y avait évidemment le rayonnement de Breton. Parce que, si on peut dire, si on parle de hiérarchie, il y avait Breton qui était à la tête de la hiérarchie. Mais tout ça c'était pas du tout formalisé, quoi. C'était pas du tout institutionnalisé. Ça, je sais qu'il y a des méchantes langues maintenant, depuis pas mal de temps, qui traitent volontiers Breton de pape. Il n'était pas un pape si autoritaire qu'en Dieu. Simplement, il avait une personnalité qui d'elle-même s'imposerait. C'était ça. Il n'était pas un homme à donner des coups de poing sur la table, pas du tout scrogné, mais il avait ce qu'on appelle, c'est un mot que j'aime pas beaucoup, mais enfin, qui dit bien ce qu'il veut dire, il avait ce qu'on appelle un charisme.
Mais est-ce qu'il n'y avait pas une sorte parfois de rituel dont Soupeau pouvait un peu souffrir, lui qui était très réticent? Ah ben oui, ben d'ailleurs Soupeau, autant que je me rappelle, on ne le voyait guère à Cyrano. Ça, il était, lui, il faisait assez cavalier seul. Je crois qu'il a dit que, par exemple, il supportait mal que, au cours de certaines de ces réunions, il était entendu que tout le monde prenne la même boisson. Non, je me permets de dire que Soupeau exagère un petit peu. Il y a eu, sinon, on fait une mode du mandarin Curaçao. Bon, elle était entendue. Breton aimait bien le mandarin Curaçao. Et alors, il y avait pas mal d'autres surréalistes, Perret aussi. Il y avait pas mal d'autres surréalistes qui buvaient du mandarin Curaçao. Mais enfin, faut pas dire que c'était institutionnalisé. Non, là, on a Soupeau, entre autres, Masson aussi, qui n'avait pas sa langue dans sa poche, ont souvent parlé d'une façon assez caricaturale de ce qu'étaient, disons, les us et coutumes surréalistes. Enfin, ils ont, je crois, l'un comme l'autre, un peu forcé la note. En 1925, vous avez participé, aux côtés de Philippe Soupeau, au fameux banquet en l'honneur du poète Saint-Paul Roux. Oh, ben, vous savez, c'était raconté très souvent. Ça a mal tourné, que nous admirions beaucoup Saint-Paul Roux, et c'était des gens du Mercure de France qui avaient décidé de le fêter par ce banquet à la closerie des Lilas. Mais ce qui a tout gâté, c'est que très peu avant le banquet, il y a Madame Rachilde qui avait répondu à Comédia. Comédia avait lancé cette enquête. Faut se représenter, ça donne une idée de ce qu'étaient les idées en 1925. Comédia avait posé la question, je crois, je vais vous la dire en propres termes, un Français peut-il épouser une Allemande? Ni plus ni moins. Alors, Madame Rachilde avait déclaré que non. Ce qui, bien sûr, étant donné, enfin, nos idées, surtout à cette époque-là, vraiment peu nationalistes, nous avait indignés. Et puis, par ailleurs, Claudel, je ne sais plus sous quelle forme, dans un article publié je ne sais plus où, avait dit qu'il voyait un seul sens au surréalisme, un sens pédérastique, qui nous avait indignés également. Non pas par puritanisme, mais de réduire le surréalisme à ça, ça nous paraissait scandaleux. Et alors, donc, on voyait d'un très mauvais œil Madame Rachel, d'une part, et d'autre part, on avait sorti un tract, une lettre à Claudel, imprimée sur papier rouge vif, dont on avait, sous chacun des couverts, on avait glissé un exemplaire de cette lettre contre Claudel, où on peut dire qu'on le traînait dans la boue. Et d'autre part, Madame Rachilde était présente, ce qui a fait dès le début une atmosphère tout à fait électrique. Ça a très vite dégénéré en pugilat. Vous savez peut-être que j'avais été assez malmené pour avoir poussé des cris tels que « Abat la France, vive Abdelkrim ». Je dois dire que je m'étais bien mis en forme en buvant un peu de Pernod avant. J'ai poussé les cris en question à la fenêtre et puis les gens m'ont sommé de descendre, le répéter dans la rue. Complètement comme un fou, j'ai descendu. Et alors là, ça a commencé, j'ai reçu une cale de coups. Mais heureusement, enfin je ne suis pas très partisan de la police, mais heureusement la police m'a arraché aux mains de la foule, m'a malmené elle aussi, mais enfin moins gravement que l'auraient fait des gens qui m'auraient certainement lynché à mort.
Dès que je suis sorti du commissariat, Soupeau m'a emmené chez son frère, le chirurgien, pour voir s'il n'avait pas le nez cassé, si j'avais pas d'histoire embêtante. Ce qui était vraiment extrêmement gentil. Soupeau déjà était un peu marginal parce qu'il écrivait des romans. Oui. Et puis il y a eu différentes, parce qu'il fumait aussi des cigarettes anglaises, on lui a reproché, ou des choses comme ça. Comment s'est passée cette exclusion? Comment vous l'avez vécue, l'exclusion de Soupeau? L'exclusion, autant que je me rappelle, je sais que j'étais de ceux qui ont voté l'exclusion de Soupeau. Mais au fond, c'était clair comme de l'eau de roche. Comme à ce moment-là, nous commencions à nous politiser pas mal, à considérer que la révolution surréaliste devait se réaliser dans les faits et que nous devions tenir très largement compte de ce qui se passait en Russie, où il y avait une nouvelle révolution en train de se produire. Lui qui n'était pas dans ces idées-là, on peut dire que de lui-même, il s'excluait du mouvement. Parce que si nous avions passé l'éponge là-dessus, j'aurais voulu dire que nous considérions le surréalisme exclusivement comme un mouvement artistique littéraire. Justement, quand en 1926, dans un article sur Rimbaud, vous écrivez « Toute poésie vraie est inséparable de la Révolution », est-ce que, à votre avis, Soupeau, vous ne pouvez pas comprendre ça ou... Remarquez que moi-même, je dois dire que cette phrase, c'était très bien dans mon enthousiasme de l'époque, mais enfin, je sais maintenant qu'il y a tout de même de très grands poètes qui ont été nullement révolutionnaires. C'était quelque peu naïf, et l'emballement, pour la Révolution, qui me faisait dire ça. Est-ce que, sans employer le mot révolutionnaire, est-ce que d'une manière générale, vous n'aviez pas le sentiment que la poésie... J'ai le sentiment que la poésie, en effet, est toujours, en fin de compte, il y a quelque chose de tant soit plus humaniste dans la poésie. Ça ouvre des portes et des fenêtres, enfin, ça a tendance à ruiner les préjugés, enfin, si vous voulez, c'est libertaire, la poésie. Mais enfin, dire que toute vraie poésie est inséparable de la Révolution, c'est aller assurément un peu fort. Je crois que c'est pas complètement faux, parce que moi je vois guère parmi les gens que j'admire, même dans le passé, j'en vois pas qui étaient des hommes de droite, disons. Mais enfin, beaucoup qui n'ont pas été révolutionnaires. Enfin, Nerval n'était pas un révolutionnaire. Baudelaire, on a beau rapporter une anecdote, à non fusillé le général Aupic. C'était quand même pas un révolutionnaire au sens strict. Rimbaud ni Mallarmé n'étaient des révolutionnaires, enfin, etc. Et vous faites encore vôtre cette formule, la poésie, c'est aussi pour changer la vie. Ah oui, ça absolument. Si la poésie ne change pas la vie, c'est pas la peine. Ça, il n'y a pas le moindre doute. Pour revenir à cette période, donc, Soupeau est exclu, Vitrac, Artaud... Vitrac, ça a été la même chose. Vitrac, lui, je crois qu'il est allé encore plus fort que Soupeau, et il a dit qu'il se foutait de la Révolution. Il n'y avait plus rien à voir avec nous. Artaud, je ne me rappelle plus exactement ce qui lui était reproché. Mais enfin, tout ça, c'était un peu le même ordre. Je crois que vous trouveriez ça. Certainement, Nadeau doit parler de ça dans son histoire du surréalisme. Et Desnos, quelque temps après, aussi. Desnos, lui était pas du tout contre il n'a pas adhéré au Parti communiste, comme l'ont fait quelques autres, mais enfin, il n'était pas émis de la Révolution, parce que d'ailleurs, lui-même était très content, vous savez, l'importance
que Desnos et toutes les belles choses qu'il a écrites sur le plan du jeu de mots, Desnos était très content. Je me rappelle, il disait ça, une espèce de signe dont il fallait tenir compte, que ses deux prénoms étaient Robert-Pierre, c'est-à-dire quasiment Robespierre. Ce qui prouve que ses sympathies allaient de ce côté-là. Et vous-même, 2 ans après Soupeau, vous quittez le mouvement. Oui. Alors ça, j'ai quitté de moi-même parce que j'en avais un peu assez justement de toutes ces histoires, les exclusions, etc. Avec les surréalistes restés orthodoxes, alors c'était la rupture totale. Il y a une chose dont il faut bien se rendre compte, et que j'ai déjà dit à plusieurs reprises, et je suis certainement pas seul à l'avoir dit. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que le mouvement surréaliste était un mouvement, par définition, très passionnel. Et alors, forcément, les divergences prenaient un tour passionnel, comme des espèces de scènes de ménage où on se traite dans la boue, on se menace de mort éventuellement. Et en vérité, parce qu'on est très proche, dans la mesure même où on est tout proche, on est plus intransigeant, plus catégorique. Après son exclusion du mouvement surréaliste, Philippe Soupeau n'a cessé d'être une sorte de franc-tireur de la littérature. Vous, par contre... Moi, au fond, finalement, j'ai participé à pas mal de choses collectives. Bon, donc, j'ai d'abord été surréaliste, j'ai été dissident surréaliste, enfin, à des collaborateurs principaux de la revue Document, dont Bataille était l'animateur. J'ai été après, sans y collaborer beaucoup, mais enfin du groupe de la critique sociale, le groupe souvarinien qui éditait la revue La critique sociale. J'ai fait partie, avec Bataille, mais je crois que j'ai même été un des fondateurs du collège de sociologie. Ensuite, pas mal de temps après, j'ai été existentialiste avec Sartre. Donc, on peut dire que moi, j'ai pas été comme Soupeau du tout. J'étais pas mal dans des actions collectives. Mais, disons, changeant souvent, cherchant ma voie, si vous voulez. Vous avez écrit, je crois, que vous êtes toujours resté imprégné par le surréalisme. Je crois vraiment employer ce terme. Comment définir cette imprégnation? C'est très difficile. Mais enfin, je crois que je suis resté surréaliste en ce sens que, pour moi, c'est finalement, et tout le monde fait, la poésie qui reste la valeur essentielle, la valeur englobante, enfin celle qui englobe toutes les autres. J'ai déjà dit, je crois, j'ai peut-être écrit, même, en tout cas dit en entretien, que pour moi le surréalisme, enfin la poésie, telle que la voulaient les surréalistes, ça englobe les 3 catégories traditionnelles définies par Victor Cousin, le beau, le vrai, le bien. Voilà à peu près ce que je dirais. Je ne dis pas que la poésie les englobe toujours, mais enfin, idéalement, c'est ça il y a une tendance, c'est ça qu'elle devrait englober.
Et pour moi, ce que j'aime pleinement en poésie, c'est ce que je trouve à la fois beau, vrai et beau. Voilà. Mais cette notion de changer la vie, Oui. est-ce que c'est mesurable? Est-ce que comment le... Ah non, c'est pas mesurable. Ça paraît. Peut-être que si des sociologues pourraient. Enfin, comme cette vie n'est pas encore changée, on ne peut pas la mesurer, on ne peut pas l'observer. Mais enfin, qu'elle soit autre chose que ce qu'elle est. Alors, vous savez justement que le surréalisme a toujours été, enfin, très, très virulent contre le soi-disant rationalisme occidental. Une vie où les valeurs affectives compteraient plus que dans la vie telle qu'on nous la fait maintenant, et telle que nous la faisons même. Enfin, tout ça est évidemment, là, on est un peu dans l'utopie. Et c'est à peu près impossible à définir avant que ça se fasse, si jamais ça se fait. Parce que tout de même maintenant, ça c'est en ça que je ne suis peut-être plus très surréaliste, je ne crois plus tellement à la possibilité d'un avenir de ce genre. Je suis devenu beaucoup plus pessimiste. Mais enfin, si vous voulez, par exemple, il y a un poète que j'admire énormément, peut-être celui que j'admire le plus de tous, c'est Mallarmé. Mallarmé est pour moi un exemple d'homme qui était à la fois... c'est parfaitement beau ce qu'il a écrit, c'est parfaitement véridique, en ce sens qu'il ne s'est au fond jamais fait d'illusions sur ce qu'était la poésie. Il s'est toujours parfaitement rendu compte que c'était une espèce de jeu intellectuel par le moyen des mots. Et ensuite, je crois que Mallarmé était un homme parfaitement bon, qui n'a jamais fait de mal à personne et qui n'a jamais été d'avis qu'on fasse du mal à qui que ce soit. Je vois une espèce de perfection globale chez quelqu'un comme Mallarmé, qui en ce sens me paraît avoir été un poète exemplaire. Rimbaud, c'est beaucoup plus discutable, parce qu'il y a tout de même il y a toute la partie éthiopienne qui sont un peu de fagot, disons. Mais enfin, pour moi, ça, c'est Rimbaud. Ce que je trouve absolument admirable, c'est qu'au fond, il a laissé tomber la poésie quand il s'est aperçu qu'elle n'était pas une magie, qu'elle ne changeait rien à rien. Justement que ce qu'il fallait, c'était changer la vie, et la poésie ne changeait pas. Selon Rimbaud. Et pourtant, est-ce que, par exemple, depuis le mouvement surréaliste, est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas, d'une certaine manière, sans s'en rendre compte, changé notre façon de voir le monde? On a changé un peu, ça c'est entendu. Enfin, ça reste... Enfin, c'est pas grand-chose, écoutez. Mais alors là, évidemment, en ouvrant cette porte sur l'avenir, on est alors à peu près dans l'inconnu. Il faut se faire une certaine idée de l'avenir. Sans ça, on ne ferait jamais rien, c'est entendu. Mais enfin, en tout cas, impossible de définir d'une façon précise.
Bon, écoutez, j'étais très content de vous voir. Et vraiment, vous avez été fort discret avec, avec votre engin.